Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours mercredi 28 décembre 2022 et je continue mes lectures de cet ouvrage Socrate par Claudius Pia. Voilà. C'est un petit peu en lien avec la façon dont Nietzsche dans le crépuscule des idoles, a parlé de Socrate. Donc, c'est la deuxième vidéo, je continue à lire et voilà, je commente si je le sens. Alors, à quel âge Socrate commença-t-il à faire subir aux Athéniens cette sorte d'examen de l'esprit dont il attendait leur purification morale? Il est difficile de le dire avec précision, mais on peut croire qu'il se mit à l'œuvre avant d'avoir atteint la quarantaine. Les nuées, dont il est le principal héros, et qui nous représente ses théories comme un péril social, c'est une représentation théâtrale de, d'Aristophane, je crois. Euh, donc, dans les nuées, Aristophane représente et Socrate et ses théories comme un péril social. Furent joués en 423. La même année, le même jour, parut le Cosmos d'Amypsias. Je ne connaissais pas du tout. Et dans cette dernière pièce, il s'agit encore de Socrate. Il y est dépeint comme faisant parade de sa sagesse et de son héroïque tempérance. Alors, en fait, il paraît qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui parlaient de Socrate à l'époque, qui impliquaient Socrate dans leur création. Et la plupart ne nous sont pas parvenus. Il y a beaucoup de pertes, en fait, d'ouvrages de cette époque. C'est triste à imaginer, en fait. Comme la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, ou voilà, quand on s'intéresse à la culture, à l'évolution de l'humanité, on, on est. C'est quelque chose qui ne nous laisse pas indifférents. Je continue. Il avait donc à ce moment-là une grande célébrité. Il était devenu un illustre personnage. Or, une telle réputation ne pouvait être que le résultat de plusieurs années de labeur. Évidemment, il faut des années pour acquérir cette réputation. De plus, c'est vers 420 qu'Alcibiade et Critias s'engagèrent franchement dans la vie politique. Et à cette date, il y avait déjà longtemps qu'ils s'étaient l'un et l'autre éloignés de Socrate, et après avoir suivi son enseignement pendant quelques années, c'est de lui qu'ils tenaient cette subtilité d'esprit, cette souplesse de langage et cet art de gouverner dont ils tirèrent un parti si funeste à leur patrie. Ah. Donc, le banquet de Platon nous permet de faire un calcul un peu plus précis. La bataille de Potidée eut lieu en 432. Or, à ce moment, Alcibiade connaissait déjà Socrate depuis un certain temps. Il s'était senti subjugué par sa grandeur d'âme autant que par la beauté de sa doctrine. Il était à la fois son disciple et son ami. C'est ce qu'on entend dans le banquet de Platon. On a donc des raisons de reporter au commencement de la guerre péloponnésienne, et même au-delà, le début de la mission philosophique de Socrate. Il est probable d'ailleurs qu'il ne s'y détermina pas subitement, et comme par un coup d'état intérieur. C'est peu à peu, très vraisemblablement, qu'il mûrit son idée et s'affermit dans son dessein.
Toujours est-il qu'à un moment donné, Socrate s'absorba totalement dans son œuvre de restauration morale. Il s'y adonna avec un tel dévouement qu'il ne connut plus aucun autre souci avec une telle puissance de volonté que rien plus jamais ne put l'en écarter, pas même la perspective de la mort. C'est quand même vraiment incroyable quand on y pense. Voilà, il rentre là-dedans, il découvre cette idée qu'il lui est nécessaire d'aller interroger ceux qui se disent sages dans la société athénienne pour essayer de vraiment démontrer si c'est la réalité. Et en réalité, il a vu que, non, c'est loin de tout ça, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que ça va très loin comme travail, ce travail-là. Au fond, ça travaille aussi sur le narcissisme, sur l'ego de la société, sur ceux qui se pensent supérieurs, etc. Tout ça, c'est quelque chose de très important pour la société athénienne. Et ça devrait être fait aujourd'hui. Je pense qu'il devrait y avoir des Socrates qui vont interroger et les amener dans leur retranchement. D'ailleurs, c'est ce que faisaient les, les, les journalistes de télévision à l'origine de la télévision. Les Pierre Desgroupes, Pierre Lazareff, Igor Barrère, etc. Ces premiers, ça a été les fondateurs de la télévision. Et ils avaient une vision universaliste, une vision démocratique, une vision intelligente de leur métier, de leur mission, qui est tout simplement incroyable. Et c'est fou de voir à quel point la télévision s'est dégradée depuis la mission, la valeur, les intentions et les grandes valeurs, donc universalistes, démocratiques, etc., ne sont plus à l'œuvre et c'est un problème. Et donc, quand, par exemple, Pierre Desgroupes interviewait des écrivains, des littéraires, des personnages, il cherchait à sonder un peu leur âme, leur nature, leur profondeur. Et c'est ce que faisait donc Socrate. Je continue. Il ne sortit plus de la ville que pour aller à la guerre. Socrate. Fallait-il paraître sur les champs de bataille? Il laissait là les disputes philosophiques et devenait le soldat le plus intrépide et le plus endurant de l'Attique. Sous les murs de Potidée, ouvrez les guillemets, dans le temps des gelées les plus fortes, lorsque personne ne quittait le quartier, ou du moins ne sortait que bien vêtu, soigneusement chaussé, les pieds enveloppés de feutre et de peau d'agneau, lui ne laissait pas d'aller et de venir avec son manteau coutumier. Il marchait pieds nus sur la glace plus facilement que les autres qui étaient bien chaussés. Si bien que les soldats le voyaient de mauvais œil, s'imaginant qu'il voulait les braver. À Délium, dit Alcibiade, la conduite de Socrate me parut encore plus belle qu'à Potidée. Il était à côté d'Alcibiade dans ces guerres-là. J'observai d'abord combien il surpassait Laches en maîtrise de soi-même. Je trouvai de plus qu'il marchait là pour me servir de tes expressions, ô Aristophane, tout comme dans les rues d'Athènes, l'allure superbe et le regard dédaigneux, considérant tranquillement et les siens et les ennemis, et montrant au loin à la ronde, par sa contenance, que celui-là serait vigoureusement reçu, qui oserait l'aborder. Donc il montrait un courage inouï, en somme, il n'était pas qu'un philosophe
dans la guerre, il était aussi courageux. Socrate ne le cédait à personne quand il lui fallait défendre son pays, les armes à la main. Mais dès que les troupes étaient licenciées, il regagnait sa ville. Il reprenait sa fonction d'éprouveur d'âme et s'en occupait si fort qu'il ne trouvait pas même le loisir d'aller avec des amis sur les bords de l'Ilissus, goûter un peu de frais au chant des cigales. Le dieu l'avait attaché à Athènes comme un coursier puissant et généreux, mais que sa grandeur, même appesantie, et qui a besoin d'un éperon pour trouver toute son énergie. Il passait son temps à exciter et aiguillonner ses concitoyens, à gourmander chacun d'eux, partout et toujours, sans leur laisser aucun relâche. L'ardeur que mettait Socrate à poursuivre sa réforme philosophique fut aussi la principale raison pour laquelle il négligea les emplois militaires, les fonctions d'orateur et toutes les autres dignités. Il est vrai que la façon dont se traitaient alors les affaires publiques n'avait rien qui fût fait pour lui plaire. C'était le règne de la fève. Et alors le règne de la fève, c'était la démocratie, il me semble. Parce que la fève, c'était le vote, le droit de vote des citoyens. Et donc il était hostile à la démocratie telle qu'elle se présentait. Et évidemment, on peut trouver des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. La démocratie, curieusement, et c'est assez étonnant, que les démocraties s'effondrent progressivement, s'effondrent ou se corrompent, on va dire, finissent par se corrompre et par ressembler à toute autre chose que de la démocratie. Si on y réfléchit, justement, parce que c'est important, la démocratie a bien fonctionné à la sortie de la guerre, des années 50, à partir de la prise en main par le général de Gaulle, déjà, de cette période-là, ce qu'on appelle aujourd'hui les 30 Glorieuses. Le peuple était écouté, était entendu. Les systèmes d'opposition au pouvoir fonctionnaient très bien. Les syndicats étaient puissants. Il y avait les partis d'opposition à la droite, c'était la gauche, étaient assez avait une importance qui n'était pas négligeable. Le Parti communiste était là, etc. Et surtout, il y avait une alternative au monde capitaliste. En face, il y avait le monde communiste, l'URSS, qui était là et qui, ces deux compétiteurs étaient en train voilà, de se tester, ils étaient en compétition, hein, ils étaient en compétition et même en guerre, on peut dire, finalement. Mais ils étaient un peu de force égale. Et donc, le capitalisme était obligé de se comporter le mieux possible et de prendre au communisme ce qu'il avait finalement de bon. Inconsciemment, il était obligé de prendre le meilleur, c'est-à-dire l'égalité, l'idée de fraternité, le soutien aux plus défavorisés, chose que le capitalisme ne fait plus quand il est devenu tout puissant. Depuis qu'il a fait tomber le communisme, le mur de Berlin, l'URSS, il est rentré tout de suite dans un état de toute puissance. Il a cessé complètement d'être généreux avec le peuple, d'être démocratique correctement, de s'occuper des plus défavorisés, etc. Il est redevenu le capitalisme qu'il était à la fin du 19e siècle. Un capitalisme extrêmement méprisant, un capitalisme abusant du peuple. Et d'ailleurs, il n'a cessé depuis ces 40 ans, là, depuis ces 40 dernières années, il n'a cessé
de récupérer tous les acquis sociaux, le maximum d'acquis sociaux qu'il avait donné. Ce que l'État faisait pour l'hôpital, pour l'école, pour tout un tas de choses, la justice, tout ce tout ce que le marché ne devrait pas toucher en réalité. Dans les 40 glorieuses, dans les 30 glorieuses, tout fonctionnait à merveille. On avait le meilleur système. Mais pour quelle raison l'hôpital était au top niveau? Parce qu'en face, dans le régime communiste, on peut le voir à Cuba ou même en Union soviétique, à l'époque, l'hôpital, c'était quelque chose qui, voilà, il y avait quelque chose qui était vraiment euh, soutenu. C'était gratuit, il y avait la gratuité, etc. Donc le capitalisme devait s'étaler sur ce genre de choses. S'il ne voulait pas donner du carburant aux communistes qui vivaient en France, en Europe, etc. Quoi. Donc il est nécessaire qu'en face du capitalisme ou du libéralisme, il y ait un challenger au final. Soit, voilà, il y a deux solutions, soit le capitalisme, le néolibéralisme, le libéralisme actuel par exemple, comprend qu'il faut devenir social, tout simplement. Et donc, c'est une prise de conscience, et donc il devient bon pour le maximum, il devient démocratique, il redevient ce qu'il pouvait être quand il était dans l'état de compétition sans avoir besoin de compétition en face, soit il faudra qu'un nouveau challenger se hisse. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est les BRICS, c'est voilà, le monde émergent qui arrive et qui se met en position de, de, de challenger. Et là, ça va obliger le capitalisme à redevenir sociable. Alors, ça veut dire qu'il ne peut évoluer que sous la contrainte. Il ne peut pas évoluer par la conscience. Mais c'est peut-être exactement ce qui se passe. Et ce n'est pas vraiment sa faute. Il est comme ça. Donc, c'était le règne de la fève. Or, il croyait au contraire que l'on ne devait confier les fonctions de l'État, Socrate, qu'à ceux qui, par une longue formation intellectuelle, s'étaient rendus capables de les bien exercer. Et là, il a raison. Bien sûr, donc ce n'est pas le problème de la démocratie qui est en cause. C'est le problème du népotisme à travers la démocratie. Le népotisme, c'est le favoritisme, c'est le clientélisme, c'est le copinage, en somme. Et le copinage ne fonctionne pas. Si ce n'est pas les meilleurs qui se hissent en tête dans les postes clés, ça ne peut pas fonctionner. C'est ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas... Il y a les places clés, les places de pouvoir, les pouvoirs sont thésaurisés par un système qui n'est plus du tout démocratique. Ce n'est pas les meilleurs qui montent, c'est autre chose. Et c'est par copinage. Voilà, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et ça se passe dans les médias, ça se passe dans tous les postes, dans tous les systèmes clés, dans la politique, dans l'industrie, etc. Et donc, et dans le système intellectuel, dans le système, ceux qui sont mis en avance, voilà, il y a aussi une sorte de copinage derrière qui s'est vraiment incrusté, on va dire, mais c'est légitime, c'est quelque chose qui correspond. Tout, tout le temps corrompt les systèmes. Ça peut se trouver voilà, dans un village comme ça, à un certain moment, les choses se dégradent et puis on donne des places à ses amis, etc., etc. Et ce n'est pas forcément les plus compétents. Alors que ça doit être les plus compétents. Et le principe démocratique, c'est ça. C'est les meilleurs du peuple, de l'ensemble du peuple et des élites,
qui monte progressivement, qui arrive parce que l'ascenseur social fonctionne parfaitement bien. Donc une démocratie qui fonctionne bien, c'est un ascenseur social qui fonctionne à merveille, c'est-à-dire un système éducatif, une école qui fonctionne super bien, qui forme tout le monde, et une école publique qui forme tout le monde, donc le peuple, gratuite, etc. De ces étudiants, de ces écoliers montent progressivement les meilleurs, émergent les meilleurs montent, vont dans les meilleures écoles gratuitement, l'ENA, le truc, etc. Et ils sont mélangés, ceux du peuple et ceux des élites. Ils se retrouvent là pour. Donc il y a ce mélange qui est favorable, qui empêche une sorte d'élitisme, qui empêche les mariages consanguins, quoi. Hein. Un système consanguin où c'est plus que une sorte de bourgeoisie, une nouvelle aristocratie qui est là et qui prend les rênes du pouvoir et qui a la même mentalité, qui a la même éducation, la même façon de penser et en fait qui est déconnectée des valeurs du peuple. Tandis que quand il y a le mélange entre des gens qui viennent des classes populaires et des gens qui sont issus des classes bourgeoises, etc., ils se, ils, euh, voilà, il y a vraiment un passage. Et puis c'est peut-être ce qui se passait à l'époque de Sartre, quand, quand il est arrivé dans les écoles normaliennes, etc. Il y avait certainement une sorte de mélange quand même qui était là. Peut-être, je ne sais pas, il faudrait savoir. Ce qui a donné à Sartre le goût de l'ouvrier, le goût d'autre chose, quoi, dans le truc. Et puis il y avait le Parti communiste qui était assez, assez présent. Bon, bref. Et donc, voilà comment devrait fonctionner une bonne démocratie. Une bonne démocratie, l'ascenseur, il faut remettre en route. Si on veut retrouver une bonne démocratie, il faut remettre en route totalement l'ascenseur social d'une façon extraordinaire. Il faut que les, les fils des classes populaires, les fils et filles des classes populaires puissent grimper dans la hiérarchie les meilleurs et qu'on puisse choisir les meilleurs dans tout le système. Voilà, le meilleur il y a une perte de qualité, d'énergie en somme euh, en Occident qui est hallucinante, quoi. C'est pour ça que les pays émergents qui fonctionnent sur le mérite, vraiment, sont en train de, de nous surpasser. Et le mérite, on le retrouve dans tous les pays émergents, en Afrique, en Asie, etc., etc. Et donc, on sera surclassé à cause du népotisme, l'Occident. Donc, alors après, qu'est-ce que j'aurai comme attention donc, euh, donc, elle fut donc grande, elle fut d'une grandeur que l'on est tenté de regarder comme surhumaine. L'énergie persévérante avec laquelle le philosophe d'Alopès, alors Alopès, je ne sais pas ce que c'est, mais il parle sans doute de Socrate, poursuivit son rôle d'évocateur. On le vit pendant plus de 30 ans errer dans les rues par les places et les jardins d'Athènes, aborder comme un frère aîné les citoyens de sa ville et les étrangers, afin de les entretenir du bien et du beau, visiter les politiques, les poètes et les artistes, dans l'unique but d'éveiller en eux l'idée de la vraie sagesse. Et en fait, le travail qu'il a fait, c'est inouï. Et donc, c'est ce que je pense qu'il faudrait recommencer à aller interroger ces gens-là, à aller les faire accoucher de ce qu'ils, de nos dominants, les faire accoucher
de la réalité, les mettre devant leurs contradictions pour qu'ils voient, pour qu'ils prennent conscience de ce qui est important. En fait, ce n'est pas leur faute s'ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés. Nos hommes politiques sont déconnectés parce que le système les déconnecte. Parce que le système, c'est le système élitiste qui s'est imposé. Il s'est imposé à travers les médias. Et parce que c'est l'oligarchie qui tient les médias. Et l'oligarchie est élitiste. Donc, il fabrique un système élitiste. C'est ça le principe. Les oligarques croient qu'ils sont supérieurs, que c'est eux qu'on doit regarder, que c'est les chefs de l'évolution. Et non, donc ils n'ont plus l'humilité des choses. Et donc les hommes politiques qui regardent le monde à travers la télévision maintenant, eh ben, ils sont soumis à l'élitisme, soumis au narcissisme. Et c'est là où aller leur éclairer, aller les éclairer sur l'humilité qu'ils doivent avoir pour accomplir leur mission, c'est ça que devraient faire qu'on devrait faire. Voilà, maintenant on peut filmer avec un appareil portable, on peut devenir journaliste très facilement, quoi. Donc voilà, ceux qui ont le, le désir de faire ça, ils devraient le faire. Donc, dans le but d'éveiller en eux l'idée de la vraie sagesse, pénétrer dans les boutiques des marchands pour y prouver que l'âme, où habite le nous, est infiniment supérieure au corps, s'insinuer partout où il espérait trouver l'occasion de semer dans les esprits une idée purificatrice. Donc c'était un vrai moraliste, évidemment. Et alors, peut-être que l'excès moraliste vient dans les moments où les excès inverses sont en exergue. Voilà. Quand il y a un excès d'un côté, un excès de l'autre se met à compenser naturellement. Donc, Nietzsche avait raison. Socrate est né de, de la décadence qui existait à l'époque. Voilà, c'est forcément, à chaque fois, ça appelle quelqu'un. C'est un principe classique. Les abus occidentaux en Russie ont appelé un Poutine et ont appelé un système autocratique. On construit un système autocratique parce que on s'est mal comporté. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on est dans un système binaire où on dit, voilà, la faute, elle est toute là-bas, ou elle est toute ici, ou toute là, etc., etc. Les fautes sont partagées. Quand on parviendra à hisser la conscience de l'humanité au partage des fautes et des responsabilités, on sait le faire maintenant de mieux en mieux, mais quand on saura faire ça, eh ben, on pourra corriger notre conduite et comprendre que c'est absurde, que c'est contre-productif, que c'est mauvais pour nous-mêmes d'aller piller, d'évoluer à travers le pillage, en Afrique ou ailleurs. Si on continue dans cette direction-là, nul doute que maintenant, les peuples vont aller se ranger vers ceux qui pillent moins. Et ceux qui pillent moins, c'est peut-être la Chine, c'est peut-être l'Inde, c'est peut-être voilà, les sociétés émergentes qui vont travailler en Afrique, qui vont créer des partenariats avec l'Afrique. Donc c'est qu'une question d'intelligence. Donc, et rien ne put jamais l'éloigner ou le distraire de son dessein, ni l'appât des honneurs, ni les souffrances inhérentes à la pauvreté, ni la crainte des ennemis toujours plus nombreux que lui valait sa philosophie. La peur de la mort elle-même n'eut aucune prise sur son âme. Et quand il fut traduit devant le tribunal des Éliastes, il leur adressa ce dilemme qui rappelle les martyrs chrétiens. Si vous me disiez, Socrate, nous ne partageons pas l'avis d'Anitus et nous te renvoyons absous,
mais à condition que tu cesseras de t'adonner à tes recherches de philosopher, que l'on te surprenne à récidiver et tu mourras. Si vous me renvoyez à cette condition, je vous répondrai sans balancer, Athéniens, je vous estime et vous aime. Mais tant que j'aurai un peu de souffle et que je le pourrai, je ne renoncerai jamais à philosopher. J'irai toujours vous donnant des avertissements et des conseils, et tenant à ceux que je rencontrerai mon langage habituel. Oh, mon ami, tu es athénien? Tu es de la ville la plus grande, la plus renommée en sagesse et en puissance, et tu ne songes qu'à ramasser de la richesse, à conquérir du crédit et des honneurs? Quant à la sagesse, quant à la vérité et à la beauté de ton âme, ce sont choses que tu n'as ni estime ni souci. Voilà comment je parlerai à tous ceux que je trouverai sur mon passage, jeunes et vieux, concitoyens et étrangers, mais plutôt à vous, Athéniens, parce que vous me touchez de plus près. Et faites ce que vous demande Anytus, ou ne le faites pas. Renvoyez-moi, ou ne me renvoyez pas. Je ne changerai point de conduite, quand je devrais mourir 1000 fois. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'il a dit. Et en fait, il a poussé les Athéniens à le tuer. Et en fait, c'est par cette mort qu'il a imprégné l'ensemble de l'humanité. Donc, cette résistance que Nietzsche prend un peu à la légère, à mon sens, ou à rebrousse-poil, euh, il, il y a quelque chose qui est un peu dérangeant dans la façon dont Nietzsche, me semble-t-il, prend ce courage. Et ce courage a fait que Socrate traverse les siècles et montre quelque chose d'inouï, c'est-à-dire la vocation, le courage pour l'humanité, le travail d'un être humain pour l'humanité, chose que on ne met même pas assez en valeur. Par exemple, quand il s'est agi, quand il y a eu Tchernobyl, les êtres humains qui sont allés là-bas, qui sont allés, les ouvriers qui sont allés recouvrir le tombeau de Tchernobyl, c'est des héros absolus. Comment l'humanité ne fait pas n'a pas fait des héros? C'est bien que nous sommes tombés dans quelque chose d'absolument inouï, quoi, d'absolument injuste. Et je pense que si ça avait été dans les 30 glorieuses, euh, le, les grandes valeurs, à l'époque où on vénérait les abbés Pierre, les sœurs Teresa, qui vouent leur vie à une mission, à quelque chose d'incroyable, on les aurait honorés. Et c'est une honte que l'humanité n'ait pas honoré ces êtres humains-là, qui sont allés mourir pour l'humanité. Voilà. Et ils sont des nombreux. Et c'est ça nos icônes. C'est pas le marché nous a obligés à choisir comme icône les Bernard Tapie, les Berlusconi, les footballeurs, voilà, des milliardaires, des systèmes qui ne sont pas dans la mission, dans la vocation. Ils ont des qualités intéressantes, etc. C'est bien sûr que c'est légitime de les mettre, qu'ils soient en avant, évidemment. Mais ça ne doit pas être nos icônes. Ça ne doit pas être eux qu'on place à l'horizon pour attirer l'humanité. Voilà, parce que sinon, ben, on se retrouve avec ce qu'on voit sur TikTok, avec des gens qui n'ont plus, dont la valeur n'a plus d'intérêt. C'est la richesse rapidement, voilà, les influenceurs, ce genre de choses. Il y a quelque chose. Et après, la démocratie, le système démocratique se demande pourquoi on va en décadence. En réalité, c'est les icônes aussi qu'on ne met pas, qu'on ne choisit pas correctement. Et donc, le travail de cette mission, ce courage, cette volonté de Socrate, c'est quelque chose qui est extraordinaire, voilà, qu'on ne peut pas.
regardé comme Nietzsche l'a regardé. Alors évidemment, oui, bien sûr, euh, mais peut-être il y avait trop de moralisme, de moraline, je ne sais pas comment il l'appelle, Nietzsche, mais je crois qu'il parle de moraline, justement. Mais bien sûr il y a beaucoup de moralisme, il y a peut-être un excès de moralisme d'un côté, mais cet excès-là, il est important pour l'humanité. C'est ça les icônes qu'on doit placer. C'est les abbés Pierre, les sœurs Teresa, etc., qui doivent être placés. Les pères Pedro, et ils existent dans toutes les communautés. Ces gens qui sont capables de vouer leur existence à la cause de l'humanité. De l'humanité. C'est ça la question. L'abbé Pierre, c'était l'humanité qui était visée. C'était pas les petits souffrants français. C'était pas voilà. C'était pas quelque chose de nationaliste. C'était pas quelque chose de communautaire. C'était pas pour les chrétiens. C'était pas pour etc. Il se trouve que ce sont des chrétiens qui mettent en œuvre ça, mais Sœur Teresa en Inde, etc. C'est ces visions universalistes qui sont là, qui doivent être mises au fond de... Et c'est ça les héros, c'est ça les vrais sages au fond, derrière l'humanité. Voilà pour cette deuxième vidéo pour Socrate. À bientôt, merci.